Des brutes déchirent la jupe de la principale. Elles ont choisi la mauvaise personne. Delphine Lemaire avait perfectionné l'art de se faire oublier. Au lycée Jules Ferry, elle se déplaçait dans les couloirs comme une ombre, sa silhouette mince et son attitude discrète la rendant presque imperceptible pour la plupart des élèves. Ses cheveux châtain roux tombaient en vagues souples autour de son visage pâle, et ses pulls surdimensionnés semblaient engloutir son petit corps tout entier. Derrière des lunettes à monture métallique, ses yeux verts recelaient une intelligence que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de remarquer. Elle préférait qu'il en soit ainsi, ou du moins c'est ce qu'elle se disait. Ce que personne au lycée Jules Ferry ne savait, c'est que Delphine avait passé les 8 dernières années à s'entraîner aux arts martiaux mixtes dans la salle de sport de son oncle de l'autre côté de la ville. Tous les soirs après l'école, pendant que ses camarades de classe étaient à l'entraînement de foot ou traînaient au centre commercial, Delphine perfectionnait ses frappes, apprenait les prises de soumission et développait une force que ses vêtements amples dissimulaient complètement. Son oncle Marc, un ancien combattant de l'UFC devenu entraîneur, l'avait prise sous son aile après le divorce de ses parents et les difficultés de sa mère à renforcer la confiance de sa fille. Marc avait veillé à enseigner à Delphine non seulement les aspects techniques du combat, mais aussi la discipline mentale qui l'accompagnait. Le vrai pouvoir vient du fait de savoir que tu n'as pas besoin de l'utiliser, disait-il pendant leur séance d'entraînement. Il avait vu trop de combattants talentueux détruire leur vie parce qu'ils ne pouvaient pas contrôler leur agressivité en dehors du ring. Et il était déterminé à ce que Delphine ne suive jamais cette voie. L'entraînement avait été intense et méthodique. Delphine avait appris le jiu-jitsu brésilien, le muay thai et la boxe traditionnelle, développant un style de combat qui mettait l'accent sur l'efficacité plutôt que sur le spectaculaire. Au moment où elle est arrivée au lycée Jules Ferry, elle aurait facilement pu se défendre contre la plupart des adultes, sans parler des brutes qui la tourmentaient quotidiennement. Le harcèlement avait commencé presque immédiatement lorsque Delphine a été transférée à Jules Ferry au début du semestre. Passer d'une petite école privée à cet immense établissement public avait été suffisamment déstabilisant. Mais c'était sa nature discrète et sa petite taille qui avaient fait d'elle une cible facile pour les élèves à la recherche de quelqu'un à malmener. Théo Dubois était le chef de file, un quarterback trapu aux cheveux décolorés et au rictus perpétuel. Il régnait sur la hiérarchie sociale de l'école, avec le genre de cruauté désinvolte qui venait naturellement à ceux qui n'avaient jamais affronté de véritables conséquences. Ses 2 compagnons constants étaient Maxime Garnier, un basketteur longiligne aux yeux morts et à la méchanceté gratuite, et Léa Martin, une pom-pom girl dont le joli visage masquait une personnalité vicieuse. Ensemble, ils avaient fait de la vie de Delphine à Jules Ferry une épreuve quotidienne. Le harcèlement avait commencé petit, mais il était clairement calculé. Le premier incident s'était produit au cours de sa 2e semaine à Jules Ferry, lorsque Théo l'avait accidentellement bousculé près du laboratoire de chimie, en voyant ses manuels et ses notes soigneusement organisées voler à travers le couloir. Alors qu'elle se précipitait pour ramasser ses papiers, il s'était tenu au-dessus d'elle avec ce rictus caractéristique, faisant des commentaires bruyants sur le fait que certaines personnes ne savent tout simplement pas comment se comporter. La guerre psychologique s'est intensifiée à partir de là. Commentaires chuchotés sur ses vêtements de friperie, ses baskets démodées, sa voix basse lorsque les professeurs l'interrogeaient en classe. Théo l'avait surnommée « Souris » après qu'elle ait répondu discrètement à une question en histoire-géographie, sa voix étant à peine audible depuis le fond de la salle où elle s'asseyait toujours. Le surnom s'est répandu comme une maladie, se propageant dans le réseau social de l'école avec une efficacité virale. Bientôt, même les élèves qui ne participaient pas activement au harcèlement l'appelaient par ce nom, effaçant ainsi son identité réelle et la réduisant à rien de plus qu'une créature timide à plaindre ou à ignorer. Le surnom est devenu une arme en soi.
Des professeurs qui auraient dû le savoir mieux ont commencé à l'utiliser avec désinvolture, pensant que ce n'était qu'un surnom inoffensif. « Souris, peux-tu lire le paragraphe suivant ?» demandait Madame Dupont en cours de français, sans se rendre compte qu'elle participait à la déshumanisation systématique de l'une de ses élèves. Chaque fois que Delphine l'entendait, elle sentait une partie d'elle-même disparaître, remplacée par cette version diminuée que Théo avait créée pour son propre amusement. Madame Dupont, la professeure de français de Delphine, avait remarqué la tension, mais semblait réticente à intervenir directement. Comme de nombreux professeurs à Jules Ferry, elle avait appris à choisir ses batailles avec soin, et affronter des élèves populaires se terminait rarement bien pour les enseignants. Monsieur le maire, le professeur de sport, semblait même encourager ce comportement, gloussant lorsque Théo faisait des blagues cruelles pendant le cours d'éducation physique. La cantine était l'endroit où se produisaient les pires incidents. L'immense salle à manger de Jules Ferry était un champ de bataille sociale où les hiérarchies étaient appliquées par l'humiliation publique. Delphine avait appris à manger rapidement et discrètement, choisissant généralement une table d'angle près de la sortie de secours où elle pouvait s'échapper si nécessaire. Mais Théo et sa bande avaient rendu même cette simple tâche périlleuse. Mardi dernier avait été particulièrement brutal. Maxime l'avait accidentellement fait trébucher alors qu'elle portait son plateau repas, le timing étant trop parfait, exécuté juste au moment où elle passait devant la table des élèves populaires. Son sandwich au jambon et son jus d'orange ont volé à travers le sol, éclaboussant les chaussures des pom-pom girls qui ont crié avec un dégoût exagéré. Toute la cantine a éclaté de rire alors que Delphine se précipitait pour nettoyer le désordre, son visage brûlant d'une gêne qui ressemblait à une douleur physique. Théo s'était tenu au-dessus d'elle pendant le nettoyage, souriant largement, alors qu'il offrait une fausse sympathie assez forte pour que la moitié de la cantine l'entende. « Attention, souris, peut-être que tu devrais travailler ta coordination, ou peut-être qu'on ne t'apprend pas à marcher correctement d'où tu viens. » Le commentaire était accompagné de ricanements de ses amis et d'un silence mal à l'aise de tous les autres. Mais ce n'était pas seulement les grands incidents qui la rongeaient, c'était le harcèlement constant de bas niveau qui faisait que chaque jour ressemblait à la traversée d'un champ de mines. Théo l'attendait à son casier, la forçant à être en retard en cours alors que lui et ses amis formaient des barrières humaines qu'elle devait contourner. L'intimidation physique s'était intensifiée progressivement. Les coups d'épaule sont devenus plus forts. Les livres ont été renversés de ses mains avec une fréquence croissante. Dans les couloirs bondés entre les cours, Théo et ses amis formaient des murs qui forçaient Delphine à les dépasser, toujours accompagnés de commentaires moqueurs sur sa taille et sa force. Le pire était la façon dont les autres élèves réagissaient. La plupart se contentaient de détourner le regard, reconnaissant de ne pas être les cibles. Certains riaient nerveusement, voulant rester dans les bonnes grâces de Théo. Quelques-uns semblaient sincèrement mal à l'aise avec ce dont ils étaient témoins, mais aucun ne prenait la parole. Le message était clair. Delphine était seule. Malgré son entraînement, malgré le fait de savoir qu'elle pouvait probablement gérer ses 3 bourreaux simultanément, Delphine a continué à endurer les abus en silence. Les leçons de son oncle sur le contrôle et la discipline résonnaient constamment dans son esprit. Commencer une bagarre à l'école signifierait une suspension, voire une expulsion, et les conséquences se répercuteraient sur tous les aspects de sa vie. Cela décevrait ses parents, qui avait déjà fait tant de sacrifices financiers pour l'envoyer à Jules Ferry après le divorce. Plus important encore, cela prouverait qu'elle n'était qu'une autre élève violente, incapable de gérer les conflits de manière appropriée. Elle avait vu avec quelle rapidité les administrateurs scolaires portaient des jugements sur les enfants qui se bagarraient, quelles que soient les circonstances. Un seul incident pourrait la suivre pendant des années, affectant ses candidatures à l'université et ses perspectives d'emploi. Mais la vraie raison pour laquelle Delphine se retenait était plus complexe. Elle avait vu ce que la violence pouvait faire à l'âme d'une personne, avait vu son oncle lutter contre l'agressivité qui l'avait rendu performant sur le ring,
mais destructeur dans ses relations. Elle était terrifiée de ce qu'elle pourrait devenir si elle laissait cette partie d'elle-même se déchaîner dans la colère. Le contrôle qu'elle maintenait ne visait pas seulement à éviter les ennuis. Il s'agissait de maintenir son identité en tant que personne fondamentalement différente de ses bourreaux. L'ironie ne lui échappait pas que sa plus grande force était devenue une source de faiblesse dans cet environnement. Toutes ces années d'entraînement, toutes ses connaissances et compétences, rendues inutiles par son propre code moral et les systèmes institutionnels qui ne parvenaient systématiquement pas à la protéger. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi, à la fin du mois d'octobre. Delphine avait été particulièrement prudente ce jour-là, empruntant des itinéraires alternatifs à travers l'école et chronométrant ses mouvements pour éviter le groupe de Théo. Elle pensait s'en être sortie indemne lorsqu'elle a entendu des rires familiers résonner dans le couloir principal, près des bureaux administratifs. La proviseure Moreau se dirigeait vers son bureau, les bras chargés de dossiers et son apparence généralement parfaitement composée, légèrement ébouriffée après une longue journée. Patricia Moreau était respectée dans tout Jules Ferry pour son équité et son dévouement envers ses élèves. Elle était l'une des rares adultes de l'établissement à avoir pris la peine d'apprendre le vrai nom de Delphine, la saluant toujours chaleureusement lorsqu'elle se croisait dans les couloirs. Théo, Maxime et Léa étaient regroupés près du bureau principal, censés attendre de parler au proviseur adjoint d'une question relative au sport. Mais leur attention était entièrement concentrée sur la proviseure Moreau alors qu'elle luttait avec sa lourde charge de paperasse. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti, dans l'horreur. Alors que la proviseure Moreau passait devant leur groupe, Théo a délibérément tendu le pied. Elle a trébuché, ses dossiers s'éparpillant sur le sol ciré. Mais en essayant de se rattraper, son talon s'est pris dans l'ourlet de sa jupe crayon et le tissu s'est déchiré avec un bruit de craquement. Le couloir s'est tu, à l'exception du rire ravi de Théo. La proviseure Moreau est restée figée, sa dignité professionnelle brisée, alors que sa jupe déchirée exposait plus qu'il n'était approprié dans un cadre scolaire. Son visage est devenu rouge vif sous l'humiliation et la colère alors qu'elle essayait de maintenir le tissu ensemble d'une main tout en ramassant ses papiers éparpillés de l'autre. « Oups !» a dit Théo à voix haute, sa voix portant dans le couloir. « Je suppose que vous devriez faire attention où vous allez, madame la proviseure. Peut-être investir dans de meilleurs vêtements pendant que vous y êtes. » Maxime et Léa se sont dissous en rire, leur téléphone déjà sorti pour capturer des photos de l'humiliation de cette femme digne. D'autres élèves dans le couloir sont restés paralysés, ne sachant pas s'il fallait aider ou faire semblant de n'avoir rien vu. Quelque chose de fondamental a changé à l'intérieur de Delphine alors qu'elle regardait la scène se dérouler, comme un barrage qui se brise après des années de pression. La proviseure Moreau n'était pas seulement une autre victime de la cruauté de Théo. Elle était une adulte, une figure d'autorité, quelqu'un qui avait fait preuve de gentillesse envers Delphine quand personne d'autre ne le voulait. Plus que cela, elle représentait tout ce qui était décent à Jules Ferry, la fine ligne entre la civilisation et le chaos que Théo venait de franchir avec une malveillance calculée. La nature calculée de l'attaque est ce qui a vraiment enragé Delphine. Il ne s'agissait pas d'une cruauté impulsive ou d'une stupidité adolescente. Il s'agissait d'une attaque délibérée contre la dignité d'une femme, planifiée et exécutée pour une humiliation maximale. Théo avait attendu le moment idéal où le couloir était bondé de témoins, où la proviseure Moreau était la plus vulnérable avec ses bras pleins de documents. Il avait orchestré ce moment de dégradation avec la même attention qu'il portait à la planification de ses jeux de football. Alors que Delphine regardait la femme digne lutter pour conserver son sang-froid tout en maintenant ses vêtements déchirés, quelque chose à l'intérieur d'elle s'est cristallisé avec une parfaite clarté. C'était précisément la raison pour laquelle les brutes comme Théo devaient être arrêtés. Il ne leur suffisait jamais de cibler d'autres élèves. Leur cruauté s'intensifierait toujours, trouverait toujours de nouvelles victimes, repousserait toujours les limites jusqu'à ce que quelqu'un finisse par riposter. Sans y penser consciemment,
Delphine s'est retrouvée à avancer, son entraînement prenant le relais d'une manière qui lui semblait à la fois étrangère et tout à fait naturelle. Son sac à dos a heurté le sol avec un bruit sourd qui a semblé résonner dans le silence soudain comme un coup de feu. Les élèves ont instinctivement reculé car quelque chose dans son attitude a complètement changé, comme si une personne différente avait soudainement habité son corps. Fini la posture voûtée et l'énergie nerveuse qu'il avait définie à Jules Ferry. À sa place se trouvait le mouvement fluide et contrôlé de quelqu'un qui savait exactement à quel point il était dangereux et avait finalement décidé de cesser de le cacher. La transformation était si complète que plusieurs élèves qui la connaissaient depuis des mois ne l'ont pas immédiatement reconnue. Sa colonne vertébrale s'est redressée, ses épaules se sont carrées et ses mouvements ont pris la grâce prédatrice que Marc lui avait inculquée pendant des années d'entraînement. C'était la vraie Delphine, celle qui s'était cachée derrière des pulls surdimensionnés et un silence auto-imposé. « Théo !» a-t-elle dit, sa voix portant clairement dans le couloir. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait geler tout le monde, y compris Théo lui-même. Ce n'était plus la voix d'une victime effrayée. Théo s'est tourné vers elle, son sourire vacillant légèrement alors qu'il prenait conscience du changement dans son attitude. « Eh bien, regardez qui a finalement décidé de prendre la parole. Qu'est-ce qui ne va pas, souris? Tu deviens courageuse tout d'un coup ?» Delphine s'est approchée, ses pas mesurés et déterminés. « Tu vas t'excuser auprès de l'approviseur Moreau. Tout de suite. » Le couloir a éclaté de rires nerveux. La confiance de Théo est revenue lorsqu'il a réalisé que son public était toujours en train de regarder. « Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, souris? Je vais te montrer ce qui arrive quand on choisit la mauvaise personne à embêter, » a dit Delphine calmement. Théo s'est avancé, s'attendant clairement à ce qu'elle recule comme elle l'avait toujours fait auparavant. Sa confiance renforcée par des mois d'intimidation réussie. Dans son esprit, ce n'était qu'une autre occasion d'affirmer sa domination, une autre chance de rappeler à tout le monde qui contrôlait réellement la dynamique sociale à Jules Ferry. « Tu crois que tu es fort maintenant? Tu n'es toujours qu'une petite... » Il n'a jamais terminé sa phrase. La main droite de Delphine a jailli en avant dans un coup de poing direct parfait qui l'a frappé en plein plexus solaire, délivré avec une précision de manuel et juste assez de force pour l'incapaciter sans causer de dommages permanents. La frappe a été si rapide que la plupart des observateurs ne l'ont même pas vu se produire. Un instant, Théo souriait avec confiance. L'instant d'après, il était plié en deux, haletant à la recherche d'air, alors que son visage devenait rouge et que ses yeux larmoyaient. Avant même qu'il ne puisse commencer à se rétablir, Delphine a saisi son poignet tendu à deux mains et l'a tordu, utilisant son propre élan vers l'avant contre lui dans une technique d'aïkido classique. L'effet de levier était parfait, et Théo s'est retrouvé à tournoyer impuissant dans les airs, avant de s'écraser contre le casier le plus proche avec un fracas retentissant qui a résonné dans le couloir comme une cloche. L'impact a été assez fort pour faire sursauter plusieurs élèves, et Théo s'est affalé contre la surface métallique, luttant toujours pour respirer. Maxime s'est précipité pour aider son ami, mais ses réflexes de basketteur n'étaient pas à la hauteur des années d'entraînement systématique de Delphine. Elle a lu son mouvement comme un livre ouvert, reconnaissant la tentative de tacle maladroite et télégraphiée avant même qu'il ne s'y engage complètement. Elle a esquivé sa charge avec un minimum d'effort, ses pieds se déplaçant selon le schéma précis que Marc lui avait inculqué des milliers de fois, et a attrapé sa chemise alors qu'il trébuchait devant elle. Utilisant son propre élan vers l'avant contre lui, elle a exécuté un fauchage de hanche de manuel qui aurait rendu son oncle fier. Maxime a volé au-dessus de sa hanche et a heurté le sol ciré du couloir avec un impact qui lui a complètement coupé le souffle, ses longs membres s'étalant maladroitement alors qu'il luttait pour comprendre ce qui venait de lui arriver. Léa a crié et a levé son téléphone pour enregistrer ce qu'elle pensait être l'humiliation de Delphine. Mais ses réflexes de pom-pom girl n'étaient pas à la hauteur de ceux de quelqu'un qui s'entraînait au sport de combat depuis 8 ans. Delphine se dirigeait déjà vers elle, avec la grâce fluide d'une combattante naturelle.
Un coup rapide et contrôlé au poignet de Léa a envoyé le téléphone s'écraser sur le sol, l'appareil glissant sous un banc voisin, suivi immédiatement d'un balayage de pieds parfaitement exécuté qui a mis la pom-pom girl au sol, à côté de ses amis. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes, mais pour les témoins, c'était comme assister à une masterclass de violence contrôlée. Delphine avait démantelé 3 adversaires avec une telle efficacité et une telle précision que c'en était presque artistique dans son exécution. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Théo se relevait lentement du sol, son visage étant un masque de choc et d'incrédulité. Maxime était recroquevillé en boule, tenant ses côtes et gémissant. Léa était assise là où elle était tombée, regardant Delphine avec de grands yeux effrayés. Le couloir était complètement silencieux, à l'exception de la respiration forte des 3 brutes. Chaque élève est resté figé, incapable de comprendre ce dont il venait d'être témoin. La fille discrète et invisible qu'ils avaient tous rejetée venait de démanteler les brutes les plus redoutées de l'école, avec une efficacité clinique. Delphine s'est tenue au-dessus de Théo, sa respiration étant stable et contrôlée. Pendant un instant, elle a vu de la peur dans ses yeux pour la première fois. Elle pouvait voir qu'il était vulnérable, battu, humilié devant toute l'école. Un coup de plus pourrait le mettre complètement à terre, pourrait lui donner un avant-goût de l'impuissance qu'il l'avait forcé à ressentir chaque jour. Au lieu de cela, elle a reculé et a tendu la main vers la proviseure Moreau, qui serrait toujours sa jupe déchirée et regardait avec étonnement. « Ça va, Madame Moreau ?» La proviseure a pris la main tendue avec reconnaissance, permettant à Delphine de l'aider à se relever. « Oui, merci Delphine. C'était... » Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. « C'était très courageux de ta part. » Théo a finalement réussi à se tenir droit, son visage rouge de colère et d'humiliation. « Tu vas le payer, souris. Tu crois que c'est fini ?» Delphine s'est tournée pour le regarder calmement. « Je m'appelle Delphine. Et oui, c'est fini. Tout. » La conviction dans sa voix a semblé vider complètement le combat de lui. Théo a regardé autour de lui la foule d'élèves qui le fixaient, non plus avec peur ou respect, mais avec le genre de fascination que les gens réservaient à ceux qui assistaient à la chute de quelqu'un. Il avait été démasqué comme un lâche qui ne s'en prenait qu'à ceux qu'il pensait incapables de riposter. « Allez !» a-t-il marmonné à Maxime et Léa qui se relevaient lentement tous les deux. « On s'en va. » Alors que tous les 3 s'éloignaient en boitant, la foule a commencé à se disperser, les élèves chuchotant avec excitation à propos de ce dont ils avaient été témoins. Mais plusieurs sont restés, regardant Delphine avec un nouveau genre de respect. Parmi eux se trouvait Romain Garnier, un garçon discret de son cours de chimie qui avait toujours semblé gentil, mais ne lui avait jamais parlé directement. Il s'est approché prudemment, son expression mêlant admiration et inquiétude. « C'était incroyable, » a-t-il dit doucement. « Je voulais faire quelque chose contre Théo depuis des mois, mais je n'ai jamais... » Il s'est interrompu, secouant la tête. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?» Delphine a souri pour la première fois depuis des semaines, sentant un poids s'enlever de ses épaules qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait. « Mon oncle possède une salle de sport. Il m'entraîne depuis que j'ai 10 ans. Pourquoi ne t'es-tu jamais défendu avant ?» La question est restée en suspens alors que Delphine réfléchissait à sa réponse. « Parce que je voulais être meilleur qu'eux. Je ne voulais pas devenir le genre de personne qui résout les problèmes avec la violence. » Elle a jeté un coup d'œil à l'endroit où le groupe de Théo avait disparu. « Mais parfois, les gens ont besoin de comprendre que leurs actions ont des conséquences. » La proviseure Moreau avait réussi à attacher sa veste autour de sa taille pour couvrir la déchirure de sa jupe. Elle s'est approchée de Delphine avec une expression complexe, clairement tiraillée entre la gratitude et sa responsabilité de s'attaquer à la violence qui venait de se produire. « Delphine, je dois te demander de venir avec moi à mon bureau, » a-t-elle dit doucement. « Nous devons discuter de ce qui vient de se passer. » Delphine a hoché la tête, comprenant qu'il y aurait des conséquences même pour une légitime défense justifiée.
Mais alors qu'elle marchait vers l'aile administrative, elle a remarqué quelque chose qui l'a fait sourire. Les élèves s'écartaient respectueusement, beaucoup hochant la tête ou offrant des mots de soutien discrets. Les chuchotements qui la suivaient n'étaient plus cruels, ils étaient impressionnés, voire émerveillés. Dans les semaines qui ont suivi, la dynamique au lycée Jules Ferry a radicalement changé. Théo et ses amis ont semblé se replier sur eux-mêmes, ne se pavanant plus dans les couloirs avec leur arrogance antérieure. Ils ont complètement évité Delphine et leur harcèlement envers les autres élèves a diminué de manière notable à mesure que la nouvelle se répandait sur ce qui se passait lorsqu'ils choisissaient la mauvaise cible. L'incident avait été enregistré par plusieurs élèves et les images s'étaient répandues sur les médias sociaux à une vitesse fulgurante. Mais plutôt que de glorifier la violence, la vidéo a suscité des conversations sur le harcèlement, la défense des autres et l'échec des adultes à protéger les élèves vulnérables. Delphine s'est retrouvée célèbre à contre-cœur, mais elle a utilisé l'attention portée à elle pour plaider en faveur de meilleures politiques de lutte contre le harcèlement. Plus important encore, d'autres élèves ont commencé à se défendre et à se soutenir mutuellement. La culture de complicité silencieuse, qui avait permis au harcèlement de prospérer, a été remplacée par quelque chose de plus sain. Les élèves qui avaient été des cibles ont trouvé leur voie, et les spectateurs sont devenus plus disposés à intervenir lorsqu'ils voyaient d'autres personnes maltraitées. Delphine s'est retrouvée avec des amis pour la première fois à Jules Ferry. Romain était devenu un compagnon proche. Et leur amitié s'était épanouie en quelque chose de plus profond, alors qu'ils passaient du temps ensemble, à étudier et à parler de leurs expériences communes, de se sentir invisibles à l'école. Elle a appris qu'il écrivait de la poésie en secret, tout comme elle avait caché son entraînement aux arts martiaux. L'audience disciplinaire s'était soldée par une suspension de 3 jours pour bagarre, mais la proviseure Moreau avait clairement fait comprendre qu'elle comprenait les circonstances. « Je ne tolère pas la violence », avait-elle dit à Delphine en privé. « Mais je ne peux pas non plus tolérer le harcèlement systématique que tu as subi. Parfois, le système échoue et les gens doivent se protéger. » Théo avait également été suspendu, non seulement pour l'incident avec la proviseure Moreau, mais aussi pour le modèle de comportement de harcèlement qui a finalement été mis en lumière lorsque d'autres élèves se sont sentis suffisamment en sécurité pour le signaler. L'enquête a révélé des mois de harcèlement dirigés contre plusieurs cibles et son admissibilité athlétique a été suspendue en attendant un examen. Alors que Delphine était assise dans la salle de sport de son oncle plusieurs semaines plus tard, travaillant sa routine d'entraînement avec une concentration renouvelée, elle a réfléchi à tout ce qui avait changé. Elle avait appris que parfois, être fort signifiait savoir quand se retenir, mais cela signifiait aussi savoir quand se défendre. La vraie force n'avait pas résidé dans les techniques qu'elle avait utilisées pour se défendre. Elle avait résidé dans le maintien de ses principes tout en refusant d'être victimisée. « Tu as bien fait, gamine », a dit son oncle, la regardant pratiquer ses katas. « Tu as utilisé exactement la bonne quantité de force pour arrêter la menace sans aller trop loin. C'est de ça qu'il s'agit dans les vrais arts martiaux, le contrôle, pas la destruction. » Delphine a souri, sentant la vérité de ses mots s'installer dans ses os. Elle avait trouvé sa voie et sa force, non pas en devenant comme ses bourreaux, mais en refusant de les laisser définir qui elle était. Au lycée Jules Ferry, elle n'était plus invisible, mais plus important encore, elle était enfin véritablement elle-même.